On va parler téléphérique ensemble ce matin à 7h45 sur BFM Business et sur RMC Live avec notre invité Fabien Fely. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Poma, le plus gros opérateur de transport urbain par câble dans le monde, ces fameux téléphériques. 8000 installations, 90 pays, 25 filiales dans le monde, 6,5 millions de personnes transportées par heure. Et donc le dernier né qui vient d'être mis en place après 18 mois de travaux, Angelo, c'est à Ajaccio. Il vient juste de sortir, d'être mis en place. Racontez-nous ce téléphérique à Ajaccio. Alors déjà, c'est un beau voyage. C'est un très beau voyage. Ce téléphérique à Ajaccio va reconnecter, je dirais, le centre-ville et certains quartiers d'Ajaccio avec l'hôpital, avec un collège et avec une zone économique. Il y a plus de 800 collégiens qui sont sur le haut de la colline et un hôpital. Et c'est vrai que ce lien, au lieu de ce lien physique qui est un téléporté, c'est un lien immatériel, c'est un lien générationnel qui va reconnecter Ajaccio avec de la mobilité et de la mobilité douce. Et je dirais, c'est pour nous une grande fierté et une très belle réussite architecturale. Alors, ça c'est un peu pour la philosophie. Combien de gens par heure, combien d'empreintes les collégiens, là vous les avez vus déjà dans les cabines? Alors j'en ai vu dès ce week-end qui prenaient l'appareil pour le tester avant la rentrée de lundi. Et c'est vrai qu'ils disaient en disant, voilà, ça va changer ma vie, je vais pouvoir me garer au parking relais en bas et prendre la télécabine. On est dans un système de transport par câble qui doit être disponible, sûr, efficace. On va transporter 1500 personnes par heure à terme, par sens, donc on peut transporter des milliers de personnes par jour. Et ce qui est certain, c'est que ça va changer les habitudes ajacciennes. Et comme tout transport de public, il bouscule, il fait avancer, on regarde vers l'avenir et les gens vont s'adapter à une nouvelle mobilité et surtout à un système de transport public qui marche. Le téléphérique, c'est un transport public parmi d'autres, comme les autres. Exactement. En fait, la clé du transport public, c'est quoi? C'est la disponibilité. Et le transport par câble, aujourd'hui, il est absolument disponible. Comme il l'est de Rio à Taipei, de Taipei à Ankara, de Ankara à New York, ça répond à des enjeux de mobilité. Et au-delà de tout ça, je l'ai pris avec des Ajacciens ce week-end, tout le monde avait le sourire. C'est qu'en fait, on survole un peu la baie d'Ajaccio et on regarde la ville différemment en allant au boulot ou en allant au collège ou en allant à un spectacle parce qu'il y a un centre des spectacles à Ajaccio. Il y a un côté un peu magique dans le téléphérique, ça coûte quand même assez cher. Là, le projet, c'est 38 millions d'euros financés à 70% par l'État. Ça vaut le coup parce que la zone est compliquée et qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on arrive à voir si ça vaut pas plus le coup de mettre plus de bus que de mettre en place un téléphérique. On arrive à voir la différence. Alors déjà, moi, je n'oppose pas les mobilités. Elles sont toutes nécessaires. Il faut du bus qui alimente peut-être le câble. Mais il y a des endroits où le bus, ça rajoute des infrastructures au sol. Un tramway plus un câble. Mais un tramway rajoute une infrastructure au sol. Le câble, il fait quoi? Il survole les obstacles. Il va survoler du maquis comme à Ajaccio, comme il survole de la densité de l'autre côté de la planète. En fait, il est chirurgical. Il se pose, c'est de l'acupuncture. Il se pose avec des petites emprises au sol et il survole, il prend la troisième dimension, comme un métro. Sauf que tout le monde ne peut pas se payer un métro, alors que le transport par câble aujourd'hui répond vraiment aux enjeux de mobilité avec des budgets très contraints. 38 millions d'euros, c'est un budget contraint pour une infrastructure de transport réalisée en 18 mois. Alors, vous n'arrêtez pas de développer dans certaines villes. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a un an à peu près, c'était le projet aux Deux Alpes qui s'appelle Gendry. Qu'est-ce que vous avez là comme retour un an après? Il y a eu quasiment 10 mois sur 12 de fonctionnement de cet appareil avec un succès commercial assez incroyable, des usagers heureux et on a eu une fréquentation, alors l'exploitant a eu une fréquentation assez incroyable sur cet appareil qui a changé quand même la face des Deux Alpes avec une artère principale qui amène de la station au glacier et une efficacité assez incroyable. Donc en tout cas au niveau commercial, le succès est là. Vous arrivez toujours à produire 80% des composants chez vous en interne? Alors c'est notre colonne vertébrale. Aujourd'hui, on a fait ce choix. On est fiers avec les 1500 collaborateurs du groupe Poma de fabriquer dans nos usines françaises. C'est pas évident. On a aussi quelquefois une sous-traitance française qui est pas évidente au niveau industrie. On essaye justement de la challenger, de s'adosser à des bons partenaires. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui fait notre force, c'est justement notre agilité, notre capacité de réagir vite. On a parlé de 18 mois tout à l'heure pour réaliser une infrastructure. Réaliser en 18 mois une infrastructure urbaine, il faut être réactif. Et ce qui nous permet d'être réactif, c'est justement d'avoir notre usine sous la main, dans nos vallées. Et on est fiers de ça et on continuera à se battre le plus possible pour fabriquer en France. Mais j'entends bien que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en termes de compétitivité, vous avez aujourd'hui des concurrents chinois, américains. Comment vous vous placez sur le marché? Le Poma Lift, historiquement, était le nom du téléski aux États-Unis. Donc on est aux États-Unis, par exemple, Poma est leader. On a un concurrent principalement européen. Il y a un concurrent chinois qui pour l'instant reste en Chine, mais faut être vigilant. Comme on a vu dans d'autres industries, la clé, c'est ce que je dis tous les jours chez Poma, faut être vigilant et la clé, c'est l'innovation.
La clé, c'est d'avoir un coup d'avance, c'est de regarder demain. Nous, par exemple, on a fait le choix aussi d'accompagner nos clients quelquefois dans l'exploitation, dans la formation, dans le transfert de compétences. Ça nous permet aussi d'anticiper les attentes et d'être un coup en avance par rapport aux fournisseurs asiatiques qui, pour l'instant, ne sont pas du tout dans la formation et le transfert de compétences. Mais comment vous regardez les débats sur la réindustrialisation en France et en Europe? Ce matin, par exemple, il y avait 2 compagnies aériennes dans les Échos qui se plaignent de l'Europe, qui leur met des bâtons dans les roues, qui ne comprend pas la compétitivité mondiale. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce type de discours ou pas? Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut être lucide de notre position européenne par rapport au reste du monde. Et notre compétitivité est absolument nécessaire. Et une voie de la compétitivité, c'est l'innovation. Donc, pour moi, l'industrie européenne, elle est loin d'être morte. Il faut être conscient de notre situation. On est en train de prendre conscience qu'on a un peu désindustrialisé depuis quelques années. Et heureusement qu'on a, nous, gardé notre cap. Mais je suis persuadé de la capacité de réactivité de nos ingénieurs. Aujourd'hui, on a une force d'ingénierie française qui est très forte. On a une force aussi de se positionner partout sur la planète. Poma, on fait plus de 70% à l'export. C'est notre force. On a donc cette capacité de réagir. Il ne faut pas baisser les bras. Encore une fois, baisser les bras, c'est s'avouer vaincu. Et c'est pas notre ADN chez Poma, parce que nous, on est là depuis 90 ans et j'espère bien continuer dans les 90 prochaines. Aux États-Unis, vous avez une usine qui produit pour vos oui. chantiers américains. Ça, vous produisez Totalement. À chaque fois sur place. Ouais, ça fait plus de 40 ans qu'on est aux US et on a réinvesti il y a déjà 4 ans. On avait un peu anticipé. Ouais. Et on a une deuxième usine à côté de Salt Lake pour produire pour le marché américain. Certains composants viennent d'Europe, les cabines par exemple, les pinces, mais on a continué à produire aux États-Unis parce qu'on savait que le marché domestique était demandeur, principalement dans le monde de la neige, et on espère que le monde de l'urbain va aussi. Et là, vous avez des droits de douane, parce qu'il y a de l'acier en fait dedans, non? On a des droits de douane que sur les parties qu'on importe depuis l'Europe. D'accord. Voilà. Et sur le reste, on fabrique aux États-Unis. Après, il y a de l'acier qui est fait aux États-Unis, mais il y a de l'acier importé évidemment depuis le reste du monde. On aura des droits de douane sur une partie de notre prestation. Que vous allez répercuter du coup sur le client final. Le client final, exactement. Sur l'innovation, vous me dites c'est l'innovation à la clé, vous venez de l'œuf basique, l'œuf qu'on a connu quand nous on était petits, enfin moi en tout cas. C'est quoi la télécabine de demain, dans 10 ans, ça ressemble à quoi? On a déjà on a développé une nouvelle gamme qui s'appelle Life, pour Low Impact for Environment et aussi Large Impact for Efficiency. Cette nouvelle gamme, par exemple, elle va être installée cette année à Courchevel, la première gamme de télécabine pour Courchevel. On a déjà switché tous les ans, on invente quelque chose dans l'économie d'énergie, dans des moteurs plus performants, dans des câbles plus silencieux. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que nos télécabines de demain aient le moins d'impact possible. Oui, parce que c'est votre empreinte, le problème. Exactement. Le but, c'est de pouvoir que nos clients consomment moins d'énergie, qu'on soit plus rapide, qu'on soit plus efficace énergétiquement, qu'on soit plus confortable. Ça, c'est l'environnement de demain. Ça, c'est notre décision d'innover dans cette direction-là. Et en tout cas, on a un écho avec nos clients historiques de la montagne qui, eux, subissent évidemment les évolutions climatiques et c'est eux qui nous forcent à innover encore plus sur notre impact. Le prochain gros projet, c'est à Paris. C'est là où va y avoir un téléphérique. Racontez-nous ce qui va se passer. C'est pas nous, c'est la concurrence. Ah. C'est pas nous, c'est la concurrence, mais c'est pas grave. Tant mieux pour le câble. On voit qu'Ajaccio a devancé de 2 mois le projet parisien. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a encore une ville européenne qui s'équipe d'un câble urbain. C'est-à-dire qu'il faut que la population comprenne que c'est un transport comme les autres, quoi. C'est-à-dire que ça fait la promotion du transport de manière générale. On a vu, ça fait plus de 25 ans qu'on fait du câble urbain. Medellín en 2004, et aujourd'hui il y a 6 lignes à Medellín, il y en a 5 en République dominicaine. On voit bien que ce mode de transport rencontre son public, comme il le rencontrera à Ajaccio, comme il le rencontrera à Paris. C'est évident, c'est la preuve par les faits. Toulouse a fait son premier câble. Le maire de Toulouse a annoncé qu'il allait étendre la ligne au nord et au sud. Donc on se voit bien qu'à chaque fois, finalement on rencontre notre public. Créteil a un câble. Il y a d'autres projets en France qui vont apparaître. On voit que Marseille, avec l'aéroport, veut s'équiper d'un câble. Bordeaux regarde, et d'autres villes en France. Et pour vous, alors c'est quoi la prochaine inauguration? Inauguration, on aura un téléphérique, un ascenseur incliné sur Brest. Et ensuite, j'aurai de belles inaugurations cet hiver. Et on a une très belle inauguration à Ulaanbaatar prévue en Mongolie. Ah oui. Et en Inde, à Mussoorie, dans les prochains mois. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci. Fabien Fely, pour nous parler de Poma et de téléphérique.